Le ministre de l'Éducation nationale lui-même disait cela. Regardez, la rentrée aura lieu dans des conditions convenables, mais pas optimales. Marion Pariset, est-ce que c'est déjà un début d'aveu d'échec de la part de Pap Ndiaye? C'est déjà un constat d'une situation qu'on voit depuis plusieurs mois avec la nécessité de faire appel à des contractuels Mhm. pour pallier au manque de professeurs, à une rentrée qui s'annonce en effet très tendue dans la capacité d'accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Et ça montre bien toute la difficulté derrière, c'est cette crise que connaît l'éducation nationale, mais qui est une crise plus large, qui est une crise de la fonction publique, qui a du mal à recruter et à attirer. Pourquoi ? Parce qu'on a des conditions matérielles et des conditions immatérielles qui sont, dans les deux cas, très difficiles. Pour arriver dans un établissement où on n'est pas respecté, où l'autorité des enseignants est finalement bafouée tous les On jours, ne peut pas enseigner ce qu'on parfois veut, parfois. voilà, on ne peut pas forcément enseigner ce qu'on veut, on ne peut pas forcément enseigner les programmes qui sont demandés par l'éducation nationale, ce qui est déjà en soi un aveu d'échec énorme. Et en plus d'être parfois menacé Mhm. physiquement pour un certain nombre d'enseignants, tout en étant mal payé. On peut comprendre qu'il y ait une difficulté aujourd'hui à recruter. Et c'est finalement un début, en effet, de prise, en tout cas, la prise de conscience, je pense qu'elle était là, mais en tout cas, un début d'aveu sur cette question-là. Maintenant, que faut-il faire ? C'est la question de la revalorisation Mhm. des salaires des enseignants, qui est essentielle, mais aussi peut-être changer notre logiciel pédagogique. Parce que quand on parle d'autorité, c'est aussi ça. C'est aussi comment on repense la façon d'interagir avec les élèves. On a voulu mettre tout l'accent sur l'individu, sur Mhm. l'élève au centre du système éducatif. C'est bien de prendre en compte les individualités, mais l'éducation et l'école, elle apprend aussi le collectif, elle apprend l'ordre, elle apprend à pouvoir intégrer des règles qui sont extérieures et à pouvoir faire aussi ce dialogue avec les enseignants sans que ce soit nécessairement toujours l'enfant qui a raison. Parce que la difficulté, et beaucoup de professeurs en témoignent souvent, c'est de se retrouver face à des enfants qui sont difficiles à Mhm. gérer et derrière des parents qui n'acceptent pas qu'on puisse dire que leur enfant a un problème parfois de discipline et de contrôle. Marion Pariset, je vous voyais réagir. Est-ce qu'on a confondu éducation et garderie, se dire à partir du moment où on a un adulte devant chaque classe, c'est bon? Je ne pense pas que ce soit de la confusion. Le ministre en est, je pense, assez conscient des limites en fait du système tel qu'il a été mis en place. On pallie avec des bouts de ficelle à des défauts qui sont vraiment profonds. Je me souviens très bien déjà avoir eu, il y a déjà plus de 15 ans, des professeurs remplaçants qui étaient absolument incapables de tenir une classe. Et c'est compréhensible. La question de la préparation, elle est centrale. Comment un professeur peut débarquer devant une classe qu'il ne connaît pas? On sait très bien que surtout sur les âges d'adolescence, on connaît les jeunes, on connaît les enfants, ils sont tout le temps en train de tester l'autorité. Faire débarquer quelqu'un qui n'est pas préparé, qui a peut-être à peu près le bagage intellectuel parce qu'il aura fait les études, c'est déjà bien. C'est pas Mais l'expérience ce n'est concrète. pas l'expérience concrète. Et se faire respecter devant une classe, même devant une classe déjà dans des zones qui ne sont pas des zones sous tension sociale, par exemple, déjà c'est compliqué. Donc je pense qu'en effet, oui, là on est sur... on va essayer de faire du gardiennage, dans le sens d'avoir une présence qui est là, et de Mmh. tenir les élèves pendant toute la durée de la journée, mais ça va se faire au coût de l'apprentissage. Or, l'éducation nationale, bon certes, on l'appelle éducation nationale, alors que l'objectif à la base, c'est quand même l'enseignement. Mmh. Là, on va sans doute perdre énormément sur la qualité de l'enseignement, alors qu'on est déjà dans une phase où la France est en retard. On a régressé, malgré des dépenses qui sont à peu près égales à nos voisins, ou en tout cas aux pays de l'OCDE. On est dans un niveau dans les classements internationaux qui est inférieur et on est en chute libre, notamment sur les enseignements fondamentaux comme les mathématiques. Donc ça ne présage pas bien pour des générations entières, parce que quand on a eu le Covid, qui a Oui. déjà été une perte totale. On a perdu de vue un nombre d'élèves qui ont été en Oui, ce qu'on décrochage. appelle les décrocheurs, Voilà, qui effectivement. ont été en décrochage, mais même si on les a rattrapés Mmh. physiquement, ils ont perdu 6 mois, Oui, un 1 an an. d'éducation. Donc on a déjà des jeunes qui sont en retard, qu'on va mettre devant des gens impréparés. Ça paraît compliqué à rattraper à partir de là.
Sur le bon sens, Mmh. Marion Parizet, elle en parle justement donc pour faire face à ce dérèglement climatique. On se rappelle que d'un côté, on avait Agnès Pannier-Runacher qui quand même avait annoncé un barème de sanctions. Par exemple, quand les magasins laissaient la porte ouverte quand il y avait la clim. Visiblement, Elisabeth Borne n'y est pas favorable. Et puis, il y a le bon sens, mais on a quand même eu l'impression qu'avec cette sobriété énergétique, le gouvernement infantilisait un peu les Français, plus qu'ils ne faisaient confiance en leur bon sens. C'est vrai que le bon sens et la radicalité, on a du mal à voir comment ça va de pair déjà en soi. La radicalité implique souvent plutôt une contrainte de facto. En soi, on voit déjà qu'en reprenant ce terme, elle reste dans la ligne de son discours de politique générale, où c'était déjà un mot qu'elle avait utilisé en la matière, qui m'avait déjà à l'époque un peu surpris, parce que c'est pas un mot typique dans la bouche du gouvernement pour parler d'environnement, mais il faut dire qu'ils partent de tellement loin concernant le procès en inaction climatique auquel ils avaient été soumis, qu'il faut bien qu'ils se rattrapent. Mais je vous rejoins, Georges, sur la question de cette appréhension entre la sanction et l'incitation. Finalement, aujourd'hui, on est dans un modèle qu'elle tend à dessiner, qui est un modèle de sanction. Or, certes, aujourd'hui, les Français font déjà beaucoup d'efforts. Ils sont prêts à en faire, je pense. On l'a vu pendant le Covid. Les gens sont prêts à faire des efforts, surtout quand on a potentiellement une charge aussi du coût de l'énergie. Personne ne dépense de l'électricité ou de l'énergie juste pour se faire plaisir, en général. Alors peut-être certains, mais globalement, les Français voient aussi la facture à la fin du mois sur leur compte bancaire. Donc ils sont aussi très sensibles à ces incitations de manière générale, au message et peut-être à la sensibilisation. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est ce report sur les maires qui mettraient en œuvre les sanctions. On l'a vu sur Paris avec les sanctions appliquées pour les commerces qui ne fermaient pas leurs portes cet été s'ils avaient de l'air conditionné. Là encore, on se dit, quel usage fait-on des moyens publics alors qu'on a une crise Est-ce qu'on a les forces de l'ordre qui ont le temps pour ça aussi ? Est-ce qu'on va mettre les policiers aujourd'hui pour contrôler les commerçants sur leurs portes fermées ou ouvertes, alors qu'on a des problèmes de sécurité dans les mêmes quartiers? Alors certes, ça va être peut-être un peu plus facile pour un policier d'aller voir le commerçant et d'aller lui infliger une amende que d'aller se frotter aux jeunes qui l'attendent peut-être avec, dans le meilleur des cas, des cailloux, peut-être plus des mortiers. Donc moi, je trouve que c'est un déséquilibre vraiment sur le choix de la modalité. Même si, en effet, il faut faire des efforts pour pouvoir aller vers en tout cas, au moins une économie partielle, parce qu'on sait que l'hiver, même si on a des réserves de gaz qui sont importantes, normalement, la France est à peu près à l'équilibre. La question, c'est le nucléaire. Est-ce qu'on aura vraiment les moyens ? Il y a un besoin, en tout cas à court terme, de pouvoir maîtriser notre usage énergétique pour pouvoir tenir l'hiver sans que les plus pauvres, on va dire, ceux qui sont dans les situations les plus complexes, déjà les plus difficiles, soient sanctionnés par des coupures électriques, par exemple. Mais il faut penser plus long terme. Que fait-on pour investir ? Que fait-on pour produire l'énergie, l'énergie qui est un domaine stratégique ? Le gouvernement en a pris conscience, ils ont décidé de nationaliser EDF, mais quid de la suite ? Quid de l'investissement dans les nouveaux types de centrales nucléaires ? Quid de l'investissement sur les nouvelles modalités de production d'énergie, l'hydrogène, on en parle de temps en temps, de pouvoir moderniser et tenter d'innover aussi dans ces domaines-là, parce que la France a des capacités, et c'est une capacité qui est essentielle pour notre autonomie stratégique, mais aussi pour notre rayonnement et notre capacité d'attractivité, et pour peser au niveau européen. Donc c'est intéressant de voir aussi à plus long terme et pas seulement de se concentrer sur l'effort immédiat que doivent subir les Français. Il y a deux lignes différentes au sein du gouvernement, Marion Parizet, parce que ce n'est pas exactement ce qu'on entendait de la part du ministre de l'économie. Il y a plusieurs lignes au sein du gouvernement, mais au sein globalement de la nébuleuse qui tourne autour d'Emmanuel Macron. C'est bien ça, tout le mystère d'Emmanuel Macron et ce qui fait qu'il arrive à parvenir à se maintenir au centre de l'échiquier politique. Non, ce qui est intéressant, c'est justement, peut-être qu'elle manie là un peu la carotte et le bâton. D'une certaine manière, elle vous dit non, on ne va pas directement sanctionner, on ne va pas être dans une approche dure et ferme, mais par contre,
je ne range pas cet outil-là dans ma poche, je ne l'abandonne pas totalement, et si jamais ça se passe mal, ça pourrait vous tomber dessus. Donc je pense qu'elle est là un peu en essayant de mettre indirectement la pression, sans s'avancer sur une politique qui, de mon point de vue, ne serait pas la plus efficace, ou en tout cas pourrait avoir des effets pervers qui seraient aussi négatifs sur l'investissement et sur la capacité de notre tissu économique à se redresser en post-Covid. Donc, dans le meilleur des cas, j'espère en tout cas qu'elle l'interprète de cette manière-là. Il y a deux publics pour cette phrase. Il y a les politiques, justement, auxquels ça peut s'adresser, mais il y a aussi les Français. Et le fait de dire « non, nous allons passer le budget et tout va bien se passer, on va parler avec tout le monde et on arrivera à une solution », je pense que personne n'y aurait cru, en fait. Ça aurait été perçu comme quelque chose de complètement lunaire et on se serait dit que le gouvernement était déconnecté par rapport aux réalités des équilibres politiques. Donc elle a aussi, je pense, une part simplement de reconnaissance d'un fait qui est qu'aujourd'hui le gouvernement n'a pas la majorité absolue, n'est pas dans une situation confortable et qu'en effet, pour le coup, je la rejoins, les Français n'attendent pas de l'immobilisme non plus et un blocage total serait problématique autant pour les oppositions que pour le gouvernement. Absolument. Parce qu'on est dans une situation politique et internationale qui est extrêmement sensible et que si le budget n'est pas voté, bon, il faut quand même qu'il y ait une discussion, mais Elisabeth Borne a déjà dit qu'elle ferait de la discussion, qu'elle ferait du compromis, etc. Là, à ce stade, il faut le voir aussi comme une période intermédiaire. Les messages vont dans les deux sens. Elle indique là qu'elle comprend aussi la situation politique dans laquelle elle se trouve. Marion Pariset, dans la séquence qu'on a vue à Oran, est-ce que c'est le symbole justement de ce passé qui ne passe pas, disait Emmanuel Macron. Il parlait aussi aux jeunes Algériens en disant finalement vous n'avez pas connu ce passé, ceux qui vous vantent la haine anti-français, ce sont des carabistouilles, disait le président il y a 2-3 jours justement en Algérie. Oui, c'est la difficulté de cette relation avec l'Algérie aujourd'hui, c'est qu'elle est marquée par une population qui est très jeune. Le président Emmanuel Macron lui-même est né après la guerre d'Algérie. Une partie, probablement la majeure partie des Algériens qui étaient là pour le huer, le sont également. Et pourtant, il y a de nouveau cette utilisation finalement du passé qui est loin d'être simplement une question de mémoire et d'histoire, comme traité par les historiens, mais qui est vraiment une question politique. Et Emmanuel Macron avait parlé de rente mémorielle. C'est quelque chose qu'on voit en Algérie, mais qu'on peut voir aussi globalement dans de nombreux pays où la France a eu ce rôle de colonisateur, de colonisatrice, parce que ça peut être instrumentalisé contre la France dans la relation. Et c'est là où la difficulté va être pour passer à une nouvelle étape de la relation, comme le souhaite Emmanuel Macron. Et ça, on peut lui reconnaître depuis le début de son précédent quinquennat. Et son discours à Ouagadougou, c'est de dépoussiérer la relation avec un certain nombre d'États africains, notamment, et de renouveler un peu cette façon de faire avec l'Afrique. Pour arriver à renouveler, il faut partir sur des bases qui soient déjà neutres. Et pour partir sur des bases neutres avec l'Algérie, il y a sans doute la question mémorielle à traiter. Mais encore, pour passer à une autre étape, encore faut-il se mettre d'accord et que s'il y a des excuses qui sont faites, qu'elles soient acceptées de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous excuser ou de présenter vos excuses à quelqu'un qui n'est pas prêt de les entendre, mais généralement ça marche assez mal pour établir la relation. Et derrière, il y a aussi la relation qui est déjà en l'état, qui est une relation qui est inégale. Elle est inégale comparée à d'autres États du fait des accords d'Évian qui octroient des avantages, notamment migratoires, aux Algériens, à l'Algérie. Et donc là, on est aussi en train de négocier avec un pays comme si on était avec n'importe lequel de nos anciennes colonies, mais ce n'est pas le cas. Or, partons sur des bases, nous avons besoin de partir sur des bases neutres, sur des bases claires pour faire de ce pays un partenaire réel, un partenaire comme n'importe quel autre partenaire. Mais c'est vrai que l'Algérie, en plus, aujourd'hui, a une position. Alors peut-être que ça joue dans le fait que le président Tebboune se soit félicité au temps de cette visite. Peut-être qu'il considère que l'obtention de cette commission d'historiens est aussi un vrai gain pour eux, et peut-être plus que ce que nous, on a réussi à obtenir de notre côté, il faut voir. Si les archives algériennes s'ouvrent. Si les archives algériennes s'ouvrent, ce qui, à ce stade, n'est absolument pas promis. Et puis l'Algérie, aujourd'hui, peut jouer avec des nouveaux partenaires. On le voit avec l'Italie. Elle est très courtisée par de nombreux acteurs internationaux dans ce contexte de guerre en Ukraine, puisque justement, cette production de gaz, qui est extrêmement importante, qui en fait le premier producteur africain, il me semble, et le 4e mondial,
ou quatrième africain et plus largement mondial, en faire un partenaire vraiment courtisé. Nous, dans tout ça, on contribue aussi au fonctionnement et à la survie du régime algérien tel qu'il est aujourd'hui, puisque c'est sur l'argent du gaz que le régime algérien continue à pouvoir se financer, à pouvoir acheter la paix sociale également. Feu. Les deux parties ont intérêt à garder la pression d'un côté, parce qu'aucun ne veut perdre. Les Ukrainiens ne veulent absolument pas laisser la situation se stabiliser dans un État qui leur serait défavorable et qui risquerait de faire couper à terme la centrale du réseau ukrainien. Et les Russes veulent la garder absolument pour s'en servir pour aussi leur territoire occupé. Parce que voilà, la politique des Russes, vous la connaissez, quand ils arrivent, on s'occupe de l'argent, on met la population... coupe réglée, bien connu, c'est vraiment le système soviétique. On contrôle l'économie, on met des gens en place et on va contrôler la production, le blé, vous vous souvenez, et l'électricité. Et c'est pour ça qu'ils ont mis la main sur la centrale. Donc les Russes, pour la partie sud qu'ils occupent, ont besoin d'électricité. Donc ils ont besoin de cette centrale nucléaire. Voilà. Mais ils s'en servent comme d'une arme. Voilà. Et d'une arme politique et de communication aussi. Comment ? Et d'une arme politique et de communication aussi, parce que ça permet d'attirer toute l'attention internationale sur ce sujet-là et de potentiellement en jouer comme un levier pour les négociations et pour obtenir des concessions de la part de la communauté internationale.